Eh bien, bonjour à tous. Merci infiniment, effectivement, Julien, pour l'introduction et puis pour l'invitation. Merci au Collège de médecine générale et merci à vous de m'accueillir aujourd'hui. Merci également à l'INCa pour ce beau projet qu'effectivement on porte tous ensemble depuis quelques temps maintenant. Donc moi, je suis Sébastien Courreau, je suis pneumologue aux Hospices civils de Lyon et je suis notamment l'un des investigateurs principaux de l'essai Impulsion. Alors voilà mes liens d'intérêt. Deux mots sur, peut-être pour resituer un petit peu les choses, sur l'histoire naturelle du cancer du poumon. Je trouvais que c'était intéressant de se rappeler certains éléments qui peut-être enfoncent des portes ouvertes pour certains, mais qui permettent quand même de bien situer les choses et de faire écho aux propos de Frédéric. Pour vous dire que le stade de la maladie est pour nous très clairement un élément déterminant sur le pronostic des patients. Vous savez qu'il y a eu énormément de progrès autour de la prise en charge du cancer du poumon, notamment dans les stades les plus avancés. Vous avez entendu parler de l'arrivée des immunothérapies, des thérapies ciblées qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des rémissions prolongées au-delà de 5 ans de 20% de nos patients qui ont des stades métastatiques. Donc par rapport à 0% il y a quelques années, c'est vraiment un progrès qui est indéniable. Néanmoins, le stade et l'avancée de la maladie restent aujourd'hui très clairement l'élément déterminant pour le pronostic. Et je vous ai mis les survies à 2 ans et les survies à 5 ans dans différentes séries. Vous voyez ici que dans les stades 1, qui sont les plus petits, les survies à 5 ans vont frôler les 80-90%. On est malgré tout chez des personnes qui sont relativement âgées, donc ils ont le droit de mourir d'autre chose, à mettre vraiment en rapport avec le 20% de survie à 5 ans pour les stades 4. Et puis évidemment, vous le savez bien, des traitements qui sont de plus en plus lourds au fur et à mesure que la maladie progresse. Donc dans les stades 1 et 2, on reste vraiment sur des maladies considérées comme localisées. On en approche de plus en plus maintenant les stades 3A qui sont quand même de plus en plus accessibles à des traitements vraiment intéressants. Notamment, vous avez probablement entendu parler de l'immunochimiothérapie néoadjuvante qui va permettre de downstager une partie de ces patients de stade 3A et de les rendre vraiment résécables et de permettre une résection d'excellente qualité, ce qui fait que ces stades 3A qui pendant longtemps restaient quand même des stades de mauvais pronostic sont en train de basculer progressivement dans des stades de meilleurs pronostics. Les stades 3B, 3A sont des stades d'extension loco-régionale. Le traitement local ne peut plus être la chirurgie, devient forcément de la radiothérapie. Et donc, ça vient gréver un petit peu le pronostic. Et puis, vous le savez, les stades 4 sont évidemment marqués par l'apparition de métastases et donc par la nécessité de traitements exclusivement suspensifs d'une part et systémiques d'autre part. Alors, ça vient souligner l'impact majeur du shift en termes de stade que l'on va voir lorsqu'on utilise un dépistage versus quand on n'utilise pas un dépistage. Donc ça, c'est à peu près les mêmes informations que vous a montré Frédéric à l'instant, mais déjà dans un panel français et puis dit de manière un petit peu différente. Vous voyez ici les diagnostic de cancer du poumon spontanément aujourd'hui en France, en l'occurrence en 2020, dans les hôpitaux généraux. Vous voyez que presque 3/4 d'entre eux surviennent à des stades soit métastatiques, soit loco-régionalement avancés. Et puis vous voyez que lorsqu'on met en place du dépistage, en l'occurrence ici dans la Somme, eh bien on renverse complètement finalement les stades et on a 3/4 de stades 1 et 2, des stades qui ne sont pas capturés autrement, puisqu'ils ne sont pas symptomatiques. Ça, c'est vraiment un point qui est important. Le cancer du poumon reste asymptomatique très longtemps et peut se développer même de manière assez importante, tout en restant asymptomatique. Et il n'est, vous le savez vous-même, découvert bien souvent que par hasard à des stades 1 et 2. Alors le projet Impulsion, c'est un projet de recherche. Frédéric l'a dit tout à l'heure. L'objectif ici, c'est de rester dans le domaine de la recherche. Un projet qui n'est pas très simple, pour être tout à fait honnête, parce qu'il a un peu justement ces deux jambes, une jambe recherche et puis une jambe finalement très préfigurative et très organisationnelle. Et donc on avance un petit peu sur les deux jambes. On est dans la recherche, il n'y a pas de doute, mais en même temps, on est en train de construire un programme pour demain. Et donc évidemment, ça rend les choses assez complexes. Vous voyez que c'est une cohorte monobras, une cohorte multicentrique nationale bien sûr. On envisage d'inclure 20 000 individus en globalement 18 mois et l'objectif principal, c'est le taux de détection. Il y a énormément d'objectifs secondaires qui sont en partie fixés par le cahier des charges auquel nous avons répondu.
Je reviendrai après sur le parcours, mais vous voyez que globalement, il y a une première étape qui est l'éligibilité du participant, suivie ensuite de la prise en charge en tabacologie. On a souhaité que la tabacologie puisse intervenir avant le scanner dans la mesure du possible pour justement enclencher la démarche de sevrage tabacologique avant la réalisation du scanner. Ensuite, le scanner, les scanners ensuite de rappel à 1 an, puis à 3 ans, pardonnez-moi, puis tous les 2 ans, avec un enjeu vraiment qu'on va souligner tout à l'heure sur justement l'adhésion des participants, et puis une prise en soin, bien sûr, des positifs. Alors, sur un plan pratique, comment est-ce que les choses vont se déployer dans le cadre du projet Impulsion ? L'idée, c'était vraiment de travailler de manière multimodale pour, être très ouvert en termes de participants, et puis deux, tester plusieurs manières de faire et essayer de voir s'il y a des manières qui sont plus malignes que d'autres de faire, et d'essayer de voir si on peut capturer telle ou telle population en fonction des modalités, on va dire, de prise en charge de ces populations. Donc la première étape, c'est évidemment de solliciter les participants potentiels avec 3 grandes façons de faire. Évidemment, la communication autour du projet. La deuxième étape, c'est les réseaux ambassadeurs, et c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui déjà, c'est-à-dire de sensibiliser les soignants, mais également tout l'écosystème que l'on va avoir autour du dépistage, les associatifs, les institutionnels, les soignants autres que les médecins, à l'existence d'un dépistage, à l'existence des critères d'éligibilité, faire comprendre l'arrivée de ce projet pour que, à leur tour, ces personnes puissent porter le message dans leur écosystème et éventuellement aider au repérage et à l'adressage des participants potentiels. La dernière étape, ça sera probablement de travailler sur des informations et des sensibilisations. Ce seront plutôt des initiatives de territoire, à l'initiative justement d'un territoire, d'une CPAM, d'une ARS, d'une structure, d'un CRCDC qui aurait ce projet éventuellement d'aller par exemple informer les personnes potentiellement éligibles, avec la petite difficulté, vous l'avez vu, qu'on a une éligibilité par l'âge, mais évidemment une information qu'on n'a pas, c'est l'intensité du sevrage l'intensité de la consommation tabagique, et ça c'est un élément qu'on n'a pas dans les bases de données et qui rapporte de la difficulté, j'y reviendrai juste après. Première modalité d'inclusion, évidemment celle qui vous intéresse le plus aujourd'hui, c'est bien normal, c'est via les médecins traitants investigateurs. Et je crois que s'il y a une chose à retenir aujourd'hui de tout le propos qu'on va avoir, c'est que vos instances et de manière générale le projet est très en attente de vos candidatures, de vos propositions pour venir renforcer les troupes en tant qu'investigateurs. On a besoin clairement de vous, on a besoin de mailler le territoire avec des médecins généralistes investigateurs. Je mets médecins généralistes et centres de santé naturellement. Et donc la première étape, effectivement, c'est via des médecins traitants investigateurs qui vont dans leur patientèle repérer des personnes potentiellement éligibles et les conduire vers le dépistage et gérer justement leur parcours. Cédric qui reviendra et le détaillera, donc je ne vais pas vraiment le détailler. La deuxième façon de faire, c'est d'utiliser des outils de prescreening national, notamment un centre d'appel et un site internet. L'idée, vous l'avez compris, c'est que l'éligibilité de l'individu n'est pas évidente. Si je vous dis demain matin, 50, 74 ans, plus de 20 paquets années, vous, c'est bon, ça représente quelque chose, mais votre belle-mère, a priori, ça ne représente pas grand-chose. Et donc, il faut qu'on ait des outils qui vont permettre aux gens de vérifier s'ils sont éligibles. Donc, des outils, on va dire, simples avec l'utilisation d'un site internet. Et puis, le téléphone, car malgré tout, on a quand même pas mal de gens, particulièrement dans le cancer du poumon, qui sont éloignés finalement de la notion d'usage informatique. Ces moyens vont pouvoir conduire vers les investigateurs de soins secondaires et également vers les investigateurs de soins primaires, vous allez voir la flèche revient, qui vont pouvoir ensuite intégrer les personnes dans le projet. Dernier moyen d'entrée, c'est le développement d'aller vers. Alors ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler. J'ai pas prévu de le détailler ici, mais vous savez que il est important de pouvoir déployer des initiatives où on va vers les personnes potentiellement éligibles pour pouvoir les faire rentrer dans le programme. Et donc, il y a plusieurs initiatives en France qui sont développées. Il en reste éventuellement à développer. Soyez vraiment certains que vous avez la possibilité, via vos structures, de vous investir dans ce genre de choses. Un point important, c'est que derrière, en fait, il y aura un système d'information national qui permettra d'avoir vraiment un contrôle, une surveillance finalement du recrutement, un suivi du parcours. C'est à la fois un logiciel métier et à la fois un outil d'analyse. Et puis, bien sûr, on reboucle vers le médecin traitant depuis le logiciel national qui envoie en fait un compte rendu au médecin traitant systématiquement.
2 mots sur le principe de comment est-ce qu'on va interpréter les choses. J'ai essayé de vous le résumer ici parce que l'idée, c'est que le dépistage du cancer du poumon, c'est un peu complexe. Et sans rentrer dans les différents nodules, les différents types de nodules, etc., on aura bien l'occasion d'en rediscuter pour ceux qui sont investigateurs. L'idée, c'est de vous donner un peu un aperçu de comment est-ce qu'on va rendre finalement le dépistage. Alors, le scanner sera interprété sous 7 jours. Ça sera une interprétation sur le logiciel métier, transféré au médecin traitant. L'immense majorité des dépistages seront des dépistages négatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anomalie évocatrice de maladie néoplasique. Il peut y avoir des nodules. Ces nodules ont des caractéristiques, soit des caractéristiques strictement bénignes, soit une taille qui les rend négligeables. Et donc, on a des critères pour pouvoir considérer qu'ils sont positifs ou négatifs. Et tout ce qui n'est pas positif ou intermédiaire devient négatif. Et donc, l'individu revient au tour suivant, à 12 ou à 24 mois en fonction des cas. Et ça, il y a un rôle de l'investigateur et bien sûr du médecin traitant si c'est différent pour envisager l'adhésion du sujet. Ce n'était pas le sujet de la présentation aujourd'hui, mais ça sera quand même un élément important. Dans 2 à 4% des cas, votre dépistage il sera positif, c'est-à-dire qu'on met en évidence une anomalie qui a très haut risque d'être néoplasique. Pour être assez simple, 1 sur 2 sera finalement néoplasique et 1 sur 2 ne le sera pas. Et là, il y a un engagement fort de notre communauté pour qu'on puisse vous prendre en charge ces patients sous 3 semaines dans des réseaux adossés à des RCP qui ont donc la possibilité d'expertiser ces personnes-là. La 3e possibilité, c'est le dépistage indéterminé qui concerne quand même 5 à 10% des personnes, c'est-à-dire qu'on va trouver des anomalies qui sont potentiellement néoplasiques, mais pour pouvoir trancher sur leur caractère suspect ou pas, il va falloir se référer à un autre paramètre qu'on n'a pas par définition sur une imagerie, qui est l'évolutivité de la lésion qu'on met en évidence. Je pense que vous avez l'habitude, vous avez probablement vos réseaux de pneumologues et que régulièrement, quand vous nous sollicitez, quand vous vous dites bah, « tiens, j'ai trouvé un nodule, qu'est-ce que je fais ?» On vous répond « tu me refais un scanner dans 3 mois et tu me rappelles dans 3 mois et on verra en fonction. » C'est vraiment le même principe. C'est-à-dire qu'on a besoin parfois de voir l'évolutivité des choses et là, c'est simplement la standardisation de ce que l'on fait au quotidien. Donc ça sera géré par les radiologues, en l'occurrence avec plusieurs niveaux d'indéterminés dans lesquels je ne rentre volontairement pas en charge. Puis le dernier point, c'est la découverte de lésions incidentes. Et ça, je pense que vous le savez, le scanner du thorax, même le pneumologue vous le dit, il n'y a pas que les poumons dedans, il y a pas mal d'autres choses. Et donc, on va trouver d'autres anomalies. Et même, on nous a demandé, dans le cadre du projet, de nous intéresser particulièrement à certaines anomalies, que sont l'emphysème, les calcifications coronaires, qui sont un marqueur du risque cardiovasculaire, et l'ostéoporose. Ça, c'est des choses qui sont dans la commande, on va dire, de l'INCa, sur lequel on est censé comment dire, vraiment s'intéresser. Et bien là, évidemment, il y a tout un jeu qu'on est en train de construire justement tous ensemble, de savoir comment est-ce qu'on prend en charge ces lésions. Mais sachez que voilà, il y aura ces fameuses lésions incidentes. Certaines ne seront pas à prendre en charge, d'autres seront à prendre en charge. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous aider au maximum dans le cadre du projet. Alors, on m'a demandé de parler des enjeux et des défis. Donc, ça va être la dernière partie de mon topo. Et à chaque fois, pour moi, à chaque fois qu'il y a un enjeu, il y a presque un défi finalement. Donc j'ai essayé de les mettre en miroir. Le premier enjeu, je l'ai esquissé tout à l'heure, c'est la question du recrutement des investigateurs. C'est un enjeu de taille parce qu'en fait, si on veut travailler convenablement, il faut d'emblée se mettre finalement dans une idée, dans une démarche, comme si on était pour de vrai. C'est-à-dire qu'il faut mailler le territoire. Mailler le territoire, ça veut dire mailler en termes de territoire, mais mailler aussi en termes de type d'exercice. C'est-à-dire, par exemple, pour nous, d'essayer d'avoir des pneumologues qui sont et en libéral, et en CHG, et en CHU, et de ne pas tomber, évidemment, dans la facilité qui ne serait que de mettre les CHU. Ça n'a vraiment pas de sens, surtout pour des projets de prévention. Donc, évidemment, il faut mailler et les territoires, et les différents types d'exercices. Et du coup, forcément, on s'adresse à des gens qui, en l'occurrence, pour notre communauté, ont moins l'habitude de la recherche clinique. Or, on est dans un projet de recherche clinique, donc il y a un vrai défi. Il y a un vrai défi déjà de motiver les investigateurs à venir participer et un vrai défi à les identifier et à les trouver. Un point important, mais qui n'est pas majeur, c'est que le programme partira en 2 temps. Un premier temps avec 5 régions qui commenceront un tout petit peu plus tôt que les autres, et un second temps 3 mois plus tard, en fait, pour des raisons, on va dire, essentiellement de calendrier, de praticité budgétaire. Il y aura l'ensemble du territoire qui suivra 3 mois plus tard. Mais le projet a bien sûr vocation à être déployé sur l'ensemble du territoire national, y compris les Outre-mer, pour ceux qui viennent de là-bas. Un point important, évidemment, ça va être aussi le travail autour de la question de l'aller vers. Et là, je crois que toutes les communautés ont évidemment la possibilité de déployer leurs propres allers vers et de réfléchir à cela. Je pense que vous savez que le
cancer du poumon est un puissant cancer lié aux inégalités. Les inégalités sociales sont vraiment un vrai problème dans le cancer du poumon. La première inégalité sociale, c'est le tabac. Vous savez que le tabac est un facteur social profond, hein. C'est vraiment un marqueur social très très puissant. Et évidemment, le cancer du poumon, je dirais, voilà, est très 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 lié à la précarité et donc à l'isolement géographique et donc à l'inégalité d'accès aux soins. Et le jeu vraiment des allées vers ici, il est absolument nécessaire. Un autre point important, c'est l'éligibilité des participants. Je le remets ici, hein, mais Frédéric l'a déjà montré. Notre éligibilité, elle n'est pas simple. Vous avez l'habitude d'autres dépistages. Vous travaillez déjà sur beaucoup de dépistages où finalement, de manière un peu caricaturale, le cancer du sein, c'est assez facile. Il faut être une femme, il faut avoir plus de 50 ans. Bon, c'est assez facile. Nous, on va avoir la même borne, 50-74 ans, ça c'est bien, mais on va rentrer dans la question de l'intensité du tabagisme. Et ça, vous l'avez vu, vous l'avez peut-être même déjà oublié de ce que vous a dit Frédéric, le 20 paquets année, la notion de 15 cigarettes, de plus de 15 cigarettes par jour pendant plus de 25 ans ou 10 cigarettes par jour pendant plus de 30 ans. Vous voyez, même moi j'ai du mal parfois à le retenir. En l'occurrence, vous voyez que c'est pas simple. Et ça, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi parce qu'il faut qu'on mette en œuvre des outils et des moyens pour vous aider à vous rappeler de ça et pour aider vos patients à vérifier s'ils sont éligibles ou pas. Dernier point, il faut être fumeur actif ou sevré depuis moins de 15 ans. Ça représente à peu près 4 millions de personnes en France, essentiellement 61% de fumeurs. Il y a également des critères d'exclusion, je les passe très très vite parce que ce n'est pas forcément un message que je veux que vous reteniez aujourd'hui, mais sachez qu'il y a des critères d'exclusion et des critères de sortie. Et en fait, l'idée, c'est que l'éligibilité, vous voyez, est en réalité assez complexe à prendre en compte. Donc du coup, avec cette éligibilité, il y a évidemment un jeu pour pouvoir recruter des participants, et ça, c'est pas simple. Et c'est un vrai défi qu'on va avoir, c'est de recruter des participants. L'idée, évidemment, sera notamment le déploiement des outils nationaux de pré-inclusion. Autre enjeu et défi, c'est l'organisation du parcours de soins et la gestion des lésions incidentes, avec la nécessité probablement de commencer un peu à réfléchir à des filières. Et ça, c'est pas simple. Je vous ai remis ici un peu le parcours de soins très schématisé. Et vous voyez en fait que le dépistage du cancer du poumon, c'est pas un acte une fois, c'est en réalité un parcours qui en plus se répète. Vous voyez qu'il y a cette question assez centrale de la notion d'éligibilité. Je vous rappelle en plus que l'éligibilité, par essence, au bout d'un moment, on ne devient plus éligible. Hein, on en devient à sortir de l'éligibilité. La première étape, c'est la consultation de tabacologie avec le suivi tabacologique. Ensuite, le scanner qui peut être renouvelé via les scanners intermédiaires, mais également scanner qui peut donner lieu donc soit à une orientation vers le pneumo-oncologue, soit à une réorientation vers le médecin traitant qui lui-même peut réorienter vers les spécialistes qui de l'emphysème, de l'ostéoporose, cardio, etc. Donc vous voyez qu'il y a une vraie finalement filière un peu à mettre en place avec des choses que vous avez tous et qu'on a tous, et donc ça c'est très facile, et puis des choses où on a peut-être un peu moins l'habitude ou moins de disponibilité. Je pense notamment à la tabacologie où les ressources sont quand même très contraintes, on en est bien conscient. Et donc, forcément, il faut jouer là-dessus. Inversement, il ne faut pas embouteiller les filières non plus. Et ça, c'est un enjeu qui est majeur. Et je pense que tout le monde en est bien conscient. On est tous, en d'autres termes, bien occupés. Et on n'a pas attendu sagement dans nos cabinets que ce projet arrive sans rien faire. Dernier point, et c'est un peu ce que j'avais esquissé jusqu'à maintenant, c'est la question de l'adhésion. Alors, ça nous projette un petit peu plus loin, en l'occurrence, hein, mais il y a un enjeu extrêmement fort à ce que le participant revienne à 1 an, puis à 3 ans, puis tous les 2 ans. Ça, hein, dans la littérature, c'est bien clair. Hein, le taux de détection, il est relativement constant. Il baisse évidemment un tout petit peu à 12 mois, puis ensuite, il devient assez constant. Et on sait qu'on détecte, je dirais, le même proportion de cancer au cours du temps et sur des suivis longs. Et donc ça, il y a vraiment un enjeu très, très, très fort à ce que les participants puissent continuer à venir régulièrement. Et inversement, qu'on ne continue pas à dépister ceux qui auraient des critères de sortie ou des critères d'exclusion. Donc il y a vraiment tout un enjeu et toute une mécanique à mettre en place autour de cette question-là. Toute dernière slide que je laisserai derrière moi pendant la discussion, mais évidemment un petit peu chargée, pardonnez-moi, mais on me pose très souvent la question, mais alors du coup, qu'est-ce que je peux faire ? Comment est-ce que je peux participer finalement au projet ? J'ai essayé de le résumer ici. Alors c'est évidemment une diapositive pour toutes les spécialités de toute la France et de tous les territoires, donc évidemment elle est un peu fourre-tout, mais vous voyez qu'en fait, je vous ai encadré les zones où, à mon sens, les médecins généralistes peuvent particulièrement s'investir. On l'a dit, vous devez vous investir en tant qu'investigateur. Et donc ça, je pense qu'il faut vous retourner vers la SFMG et vers le CNGE, qui sont les 2 partenaires académiques du projet Impulsion et qui sont là pour accueillir vos candidatures. Et Cédric en
parlera juste après. Je pense qu'il y a un enjeu à ce que chaque médecin généraliste puisse réfléchir à devenir ambassadeur, parce qu'entre guillemets, ça mange pas de pain, c'est assez facile et ça nécessite pas grand-chose. Et finalement, en sortant de cet amphithéâtre, si on n'a pas trop mal fait notre boulot, normalement, vous êtes tous ambassadeurs. Et puis, bien sûr, en tant que médecin traitant, vous intégrez finalement cette filière en recevant au minimum les comptes rendus des patients qui sont pris en charge dans le dépistage. Et donc, il faut que vous soyez évidemment informés de tout ce qui se fait autour de cela. Donc, il y a vraiment plusieurs manières de s'investir autour de ce dépistage, du plus simple, je dirais, au plus compliqué. Mais encore une fois, on vous attend sur l'investigation. Voilà, je vous remercie. Je reste disponible pour toutes vos questions. Merci.